Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous donc de ce Vox Africa Moving Tour spécial Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur donc de recevoir l'invité spécial de ce Vox Africa Moving Tour. Et il s'agit de Monsieur Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être ici en tant qu'invité spécial. Nous aurons eu un entretien d'environ 52 minutes où nous passerons en revue différents aspects, non seulement de la situation en Côte d'Ivoire, mais aussi de votre itinéraire personnel et aussi de l'avenir de votre pays. Et nous le ferons en collaboration avec mon collègue Jules Domsé. Jules, bonjour. Bonjour Eric, bonsoir. Merci d'être avec nous. Président de l'Assemblée nationale. Bonjour. Voilà. Alors, je ne vais pas faire cette présentation. Je dirais donc vous avez été plusieurs fois ministre, ancien Premier ministre, et puis vous avez aussi été ancien chef de la rébellion, donc un itinéraire, je veux dire, très divers. On en parlera. On a fait un petit résumé en vidéo qu'on va regarder de quelques minutes. On regarde ça et puis après, on reprend l'émission. Tout de suite. Guillaume Kikbafori Soro a un long parcours politique derrière lui. Il est né le 8 mai 1972 dans le village de Kofiplé, situé dans la sous-préfecture de Diawala, dans le district de Ferké-Sédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro s'était déjà fait remarquer dans sa jeunesse. Il a ainsi dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESCI, de 1994 à 1998. Sa voix a résonné aussi bien à l'université de Cocody, dans la ville d'Abidjan, que derrière les murs du palais présidentiel. Durant cette période, le jeune militant effectua 6 séjours en prison après des manifestations, ce qui lui vaudra le statut de prisonnier d'opinion en 1995, distinction décernée par Amnesty International. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît son deuxième coup de force en moins de 3 ans. Guillaume Soro est alors le secrétaire général de la Rébellion, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI en sigle. Il deviendra ensuite le secrétaire général des Forces Nouvelles, mouvement qui fédère les principales factions rebelles. À la suite des accords de paix de Lina Marcoussi, Guillaume Soro devient ministre d'État et ministre de la Communication dans le gouvernement de réconciliation nationale de Seydou Diarra de 2003 à 2005. Ensuite, il devient ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion dans le gouvernement de Charles Konan Banny en décembre 2005, avant d'être nommé Premier ministre en avril 2007, après les accords de Ouagadougou, et il fut reconduit en décembre 2010 jusqu'en 2012. À la suite de la crise post-électorale de 2011, il a soutenu l'installation du président Alassane Ouattara contre l'ancien président Laurent Gbagbo qui tentait de se maintenir au pouvoir. Lors des dernières élections législatives, il a été élu parlementaire, une victoire écrasante obtenue sous les couleurs du RDR, le parti du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro préside actuellement l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et voilà, donc retour sur le plateau de l'invité spécial du Vox Africa Moving Tour spécial Côte d'Ivoire avec Monsieur Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Alors on vient de voir un bref résumé donc, de votre itinéraire politique. On pourrait résumer ça en disant aussi que c'est l'irrésistible ascension de Guillaume Soro. On voit que vous venez de loin du militantisme étudiant jusqu'à la tête de la rébellion et ensuite ministre d'État et Premier ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée. Du haut du perchoir, quand vous regardez avec du recul, quelle impression ça vous donne? Vous venez de loin? Tout à l'heure, avant de répondre à votre question, vous me permettrez vraiment de saluer Vox Africa. Je commence à être un habitué après plusieurs interviews que nous avons eues avec votre chaîne. Disons que, effectivement, en revoyant ces images passées, on se dit qu'il y a eu du chemin. Et c'est avec, je dois dire, quelques nostalgies que nous avons vu certaines photos depuis notre époque, donc depuis l'époque estudiantine jusqu'à ce jour. Et je pense que la Côte d'Ivoire aussi a fait beaucoup de chemin. Et aujourd'hui, voir notre pays donc renaître de ses cendres est une source de satisfaction pour nous.
Jules? Oui, alors moi je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus triste, hein, parce qu'on sait que vous avez eu à avoir un coup dur au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le secrétaire général de cette institution, qui, ne le cachons pas, un de vos proches, est décédé, il a été inhumé. Donc comment est-ce que vous avez vécu ce moment et quels souvenirs vous gardez de lui en fait? Disons que vous avez utilisé le mot, c'est vraiment un coup dur pour moi parce que j'avais avec l'ex-secrétaire général des relations de collaboration, mais aussi de fraternité. Et c'est au cours d'une mission officielle d'ailleurs en Asie, au Cambodge précisément, que cette nouvelle inattendue de son décès subite nous est parvenue et nous avons interrompu notre mission pour rentrer, pour participer et organiser des obsèques dignes à ce collaborateur valeureux. Je me rappelle encore que, vous savez, ce secrétaire général, Maître Konaté Faki, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un compagnon de longue date, depuis la clandestinité jusqu'à la primature, où il m'a suivi en qualité de conseiller spécial. Et je n'oublierai pas ce jour fatidique où nous étions dans l'avion. Et nous avons été attaqués à la roquette. 3 roquettes ont transpercé notre appareil, notre avion à Bouaké. Et voyez-vous, il a survécu à l'attentat pour venir mourir subitement au cours d'une réunion. Donc c'est une perte pour l'Assemblée nationale tout entière. Et je voudrais retenir de lui ce collaborateur vaillant, valeureux, qui nous a soutenus dans notre mission. D'accord. Alors, vous le dites, hein, donc vous avez échappé à cet attentat. C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai vu que vous avez échappé en fait à 6 tentations d'assassinat durant votre carrière politique. Est-ce qu'aujourd'hui, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, c'est un peu plus cool? Disons que, évidemment, personne ne souhaite être victime d'une tentative d'assassinat ou de meurtre. Mais je pense que c'est la carrière que nous avons embrassée, de militants déjà à l'université et puis ensuite de militants pour une cause, n'est-ce pas, dans notre pays. Et c'est vrai que ça a été un cheminement très risqué, mais comme on dit en Côte d'Ivoire, nous avons eu beaucoup de baraka. Et je me dis que chaque jour est un sursis et c'est pourquoi vous comprendrez qu'à chaque fois, je dis qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors aujourd'hui, à la tête donc, de l'Assemblée nationale, votre rôle est d'animer ce qui est en fait le creuset de la démocratie. Mais on se demande comment vous le faites dans une Assemblée nationale qui est, allez, pratiquement quasi unicolore, vu qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est une Assemblée nationale quasi unanime, acquise à la majorité donc. Alors, 2 choses. La première, sachez que après la crise post-électorale qui a vu donc l'arrestation de l'ancien président le 11 avril 2011, nous avons été chargés à l'époque par le président Ouattara, l'actuel président, former un gouvernement d'union nationale qui intégrait toutes les forces politiques sans exclusion. Malheureusement, nous avons buté contre le refus du FPI d'intégrer, n'est-ce pas, le gouvernement. Le FPI aussi donc s'est opposé à aller à des élections qui pourtant ont été qualifiées et certifiées par les Nations Unies, les élections législatives j'entends, oui, par les Nations Unies comme étant transparentes, démocratiques, respectant les normes standards d'une élection internationale. C'est avec beaucoup de regret que nous constatons que le FPI n'est pas au Parlement, mais comme j'ai l'habitude de dire, le Parlement, le député, le Parlement, nous exerçons la démocratie du peuple. Ce n'est pas la démocratie des partis politiques. À partir du moment où tous les citoyens sur l'ensemble du territoire ont eu en toute liberté la possibilité de se choisir leurs députés, nous considérons que cette Assemblée remplit toutes les normes pour fonctionner valablement. Bon, moi, je voudrais, avec vos permissions, revenir sur le fonctionnement de cette Assemblée, parce que, vous le dites, c'est une Assemblée, bien qu'elle soit monocolore, mais ce qui pourrait être considéré comme plus grave, c'est que cette Assemblée a donné le quitus, notamment au président Alassane Dramane Ouattara, de travailler par ordonnance. Ça veut dire, à la limite, l'Assemblée ne sert plus à rien aujourd'hui, puisque l'essentiel des décisions sur le plan social et économique, c'est le président qui décide. Alors,
je dois préciser une chose. La première, l'Assemblée nationale compte 5 groupes parlementaires. Vous avez le groupe parlementaire de l'actuel président de la République, le RDS, son parti. Vous avez le parti de M. Bédier. Vous avez le parti du ministre d'État Mabry, je ne sais pas que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et puis vous avez 2 groupes parlementaires indépendants. Un s'appelle Dialogue et l'autre Espérance. Donc ce n'est pas monocolore. C'est le RHDP, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. C'est le RHDP qui a une quasi-majorité On est absolue. d'accord. Voilà. Les groupes indépendants ne sont pas RHDP. Bon, ils sont à un pourcentage que je n'ose pas Tout prononcer. à fait marginal. Oui. Tout à fait Donc, marginal. je veux bien vous le concéder. Mais je dis que la question n'est pas de savoir si ce Parlement donc, a différentes colorations, comme vous insistez, c'est de savoir si ce Parlement fait bien son travail. Et à mon avis, les résultats parlent donc d'eux-mêmes. Donc je disais qu'il y a des groupes parlementaires indépendants, nous en avons 5. Et le débat est libre à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que vous êtes d'un parti politique et que le gouvernement est issu de ce parti que vous êtes obligé de voter les lois. Alors, vous avez... J'ai envie, avec vos permissions de demander, vous débattez de quoi? Puisque le président gouverne le pays par ordonnance. Vous débattez de quoi à l'Assemblée nationale? Disons que la question de l'ordonnance et la question de la prise de l'ordonnance par l'exécutif est une pratique courante dans toutes les démocraties. Ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, l'ordonnance, la loi qui a été votée pour permettre au président de la République de légiférer par ordonnance en ce qui concerne les questions de la gestion budgétaire de l'État, c'est totalement différent de comment l'Assemblée nationale fonctionne et vote les lois. Je vous donne un exemple. De 1960 à 2012, la loi de finances, puisque c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, la loi de finances qui est soumise à l'Assemblée nationale, vous pourrez le vérifier, vous êtes journaliste, a toujours, n'est-ce pas, dans ces articles, un article qui stipule que pour l'exercice, la gestion de l'exercice budgétaire de l'année en cours, le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances. Qu'est-ce qui fait que justement vous posez cette question aujourd'hui? C'est simple. Depuis 2005, je dis bien, oui. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'était plus légitime puisque le mandat était arrivé à expiration. De sorte que, depuis cette date, la loi de finances ne passait plus à l'Assemblée nationale, elle était adoptée par ordonnance. Donc il aurait été redondant dans une ordonnance de préciser, dans la même ordonnance, que le gouvernement était autorisé à prendre des ordonnances pour l'exercice budgétaire. Donc, quand nous sommes revenus à la bonne gouvernance et aux bonnes pratiques de la gestion économique dans notre pays, nous avons, nous, Parlement, bien entendu, exigé que la loi de finances passe désormais devant l'Assemblée nationale. Et comme les corrections et les rélectures n'avaient pas été bien faites, cette loi de finances est venue en omettant l'article qui précisait que le gouvernement, à tout moment, pour l'exercice budgétaire, pouvait prendre une ordonnance. C'est ce que nous avons fait. Ça n'enlève en rien la capacité, la responsabilité, l'indépendance et l'autonomie de l'Assemblée nationale à voter des lois. Mais est-ce que ça enlève à l'Assemblée nationale son pouvoir de contrôle sur l'exercice du pouvoir exécutif? Les missions de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, missions constitutionnelles, sont de 3 ordres. Le premier, c'est la votation des lois. Ce que nous faisons quand à l'Assemblée nationale, des projets de loi venus du gouvernement sont adoptés ou des propositions de loi que les députés eux-mêmes initient. Voilà. La deuxième mission constitutionnelle, c'est la mission de contrôle de l'action du gouvernement, a posteriori et a priori. Donc, l'Assemblée nationale a dans son arsenal, pour exercer son mandat de contrôle, plusieurs possibilités. Nous pouvons envoyer des commissions d'enquête sur le terrain, nous pouvons envoyer des missions d'information sur le terrain, nous avons la possibilité donc d'inviter les membres du gouvernement à l'Assemblée pour des questions orales, auxquelles les ministres sont soumis. Et la troisième mission constitutionnelle est une mission de représentation.
que nous exerçons. Alors moi, ce que j'ai envie de vous demander, parce que tout ceci, c'est pour questionner la qualité de la démocratie ivoirienne aujourd'hui. Vous reconnaissez avec nous que le Parlement n'est pas ce qu'il y a de plus équilibré pour des raisons que vous avez évoquées, mais il y a un autre problème, c'est le pouvoir judiciaire. On se rend compte qu'il est totalement entre les mains de l'exécutif. À la limite, la justice aujourd'hui appartient au pouvoir central et est dirigée depuis la présidence de la République. Ajouté à ce qu'on vient de dire à l'Assemblée nationale, je pense que... ça ne fait pas très démocratie. Non, il y a deux choses. Soit on opte pour un régime de type parlementaire et on a un autre type de fonctionnement de l'État, soit on opte pour un régime de type présidentiel qui prévoit le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans un régime présidentiel, le président de la République, tout en étant le chef des forces armées nationales, est le chef suprême de la magistrature. Cela n'entache en rien le fait que le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire est géré par le président de la Cour suprême, qui est nommé et qui est une institution, et qui est totalement indépendant, qui peut exercer son pouvoir. Avec vos permissions, dans le cas d'espèce, oui, il y a des faits qui démontrent bien que cette justice est tout sauf indépendante. Oui, d'accord. Je vous prends par exemple le cas de la libération des 14 pro-Gbagbo. Qui prend cette décision? Mais voilà, alors il y a deux choses. La justice fait son travail. La justice n'est pas là pour régler uniquement que les questions politiques. Ce dont vous parlez, c'est une question politique. Alors, voilà ce qui s'est passé. Le procureur a demandé, n'est-ce pas, à la tutelle, donc l'autorisation de mettre en liberté provisoire, comment on appelle certaines personnes qui avaient été arrêtées. Vous dites bien demander. Bien sûr. Non, non, je pèse bien mes mots. Parce que c'était une question qui relevait de la sûreté de l'État. Je dis bien de la sûreté de l'État, et ces personnes étaient accusées donc de faits graves liés à la sortie de crise. Le gouvernement a pris acte, n'est-ce pas, donc de cette demande du procureur de la République et n'y a trouvé et a suivi la justice. Et a autorisé. Non, je veux dire, ils ont le fonctionnement de l'État, il faut le savoir, les décrets sont pris par le président de la République. Même quand le Premier ministre, comment on appelle, quand un gouvernement est nommé, c'est sur proposition du Premier ministre. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel. Mais là n'est pas le débat. Vous essayez de me dire, M. Afi N'Guessan ont été libérés par le fait du prince. Mais vous-même, vous l'avez dit, M. Guillaume Soro. Vous avez fait un communiqué où vous remerciez le président de la République pour ce geste qui est un signe vers la réconciliation. Ça veut dire que le sous-entendu veut dire mon communiqué a été autorisé, précis. on les a libérés. Non, mon communiqué a été précis. J'ai remercié toutes les institutions pour leur fonctionnement. Le président de la République est une institution. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est dans la complémentarité des institutions que ces actions ont été possibles. Parce que ce qui est possible aussi, c'est que si le gouvernement, si le président de la République ou toute autre institution avait à contredire donc, cette décision, je vous dis, ce n'est qu'une libération. C'est une liberté provisoire, elle n'est pas définitive. Oui. Donc, il aurait pu avoir appel. Oui, mais dans le cas d'espèce, les juges, enfin, c'est dans un régime normal, les juges auraient fait leur enquête, parce qu'ils ne demandent pas la liberté provisoire sur la base de rien. C'est aux juges de faire l'enquête et d'établir si ces gens méritent ou pas une liberté provisoire. Mais ils n'ont pas à demander l'accord ou l'autorisation de qui que ce soit. Nous disons exactement la même chose. Nous disons exactement la même chose. Je vous dis que justement, les juges ont estimé que le moment était opportun et qu'on pouvait les mettre en liberté provisoire. Ceci dit, les juges auraient pu ne pas être suivis. Mais ça veut dire que la justice n'est pas libre. Non, la justice... C'est la justice qui décide de la mise en liberté. On ne peut pas confondre tous les éléments. Aux États-Unis, la justice est libre.
Mais quand il s'agit de Guantanamo et des autres prisonniers, il y a des exceptions. Donc vous reconnaissez que c'est une exception, ce n'est pas la norme. Justement, on dit que la règle est faite d'exception. Oui. Donc, il ne faut pas croire que... Si on est d'accord que c'est une exception, il ne faut pas croire que les choses parce que le dossier sont est aussi... éminemment politique, comme vous l'avez dit. Un oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas non plus faire croire que c'est un cas, comment on appelle, ordinaire, d'un passif d'un délit pénal simple. C'est quand même une affaire qui a traumatisé tout le pays. Ce sont des personnes, je dis bien, qui ont été accusés de faits éminemment graves. Alors cela nous permet justement de faire la transition. On reviendra un peu plus tard sur votre rôle à l'Assemblée nationale, notamment ce que vous appelez la diplomatie parlementaire. Hein. On en parlera un peu vers la fin de l'émission. Mais là, on fait la transition sur le dossier de la réconciliation. Parce que si ces personnes ont été libérées, c'est notamment dans un geste peut-être pour aussi essayer de rapprocher les différentes parties ici post-crise en Côte d'Ivoire et tenter cette réconciliation. Disons, alors, vous savez, dans un État, les institutions ne vivent pas en vase clos. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un tentait de me faire dire que l'Assemblée nationale devrait être un contre-pouvoir. J'ai dit non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'assumer des missions constitutionnelles qui nous sont confiées. Évidemment, la tendance était à l'apaisement. Oui. Et évidemment, toutes les institutions ont gagné et avaient le mérite de travailler dans la logique de l'apaisement. Donc cette libération, pour nous, à l'Assemblée nationale, était une bonne chose, d'autant plus que ça permettait de reprendre plus largement le dialogue avec toutes les parties et de détendre l'atmosphère. C'est en cela que je précise encore que j'ai salué l'action de la justice. Et j'ai salué non seulement l'action de la justice, mais j'ai salué aussi l'action de toutes les autres institutions, y compris le président de la République. Alors, je voudrais peut-être, oui, peut-être sur la réconciliation, mais avant d'y arriver, je pense que pour parler de la réconciliation, il faut qu'on fasse un peu un tour en arrière. Moi, j'ai lu votre livre, Guillaume Soro, Pourquoi je suis devenu rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Alors, je veux dire, dès la première phrase, j'ai quelque chose qui m'a personnellement frappé. Et je me suis dit, c'est sans doute peut-être mon intelligence qui est insuffisante ou alors ma méconnaissance de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être la mienne. Enfin, je ne sais pas. Et vous parlez de la menace d'un génocide en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Et vous faites un rapprochement, j'ai envie de savoir comment, avec le génocide rwandais, et tout ceci pour justifier à un moment donné pourquoi vous avez pris les armes. Alors, j'ai dit, comme je vous ai en face de moi, expliquez-moi, comment est-ce que vous avez senti la menace d'un génocide en Côte d'Ivoire? Alors, je vous prends au mot. Vous savez, il ne fallait pas attendre que le génocide arrive en Côte d'Ivoire pour épiloguer là-dessus. Il fallait interpeller la communauté internationale, l'ensemble des peuples, qu'il y avait un risque d'aller vers un génocide. Et nous qui avons vécu dans ce pays, les prémices et la préparation de ce génocide pour nous étaient quelque chose d'évident. Et il ne fallait pas attendre la commission de ces faits-là, de génocide, pour crier au loup. Donc, ce livre, à mon avis, est actuel. Et à l'époque, en 2005, quand je publiais ce livre, mon objectif était justement d'éviter qu'on arrive au génocide. Parce que... Est-ce que c'est un objectif réussi avec du recul? Parce que j'ai envie de dire, quand on voit tous les morts... Je n'en sais rien. Mais au moins l'histoire retiendra que j'ai été parmi ceux qui ont interpellé et qui ont parlé quand il fallait parler. Mais quels étaient véritablement les signes? Oui, mais monsieur Donché, aujourd'hui vous êtes assis avec moi en face. C'est vrai que vous n'avez pas de problème de sécurité, il n'y a aucune menace. Mais nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous étions menacés. Les uns et les autres étaient tués. Combien de Burkinabés, de Nigériens, de Maliens ont été tués dans nos forêts? Combien de personnes ont été interpellées ici à Abidjan, exécutées de façon extrajudiciaire? Donc, c'est vrai que le temps efface quelquefois la mémoire, mais aujourd'hui,
vous pouvez le dire simplement, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, la tension était visible. Et je ne suis même pas le seul à le dire. Des chefs d'État de la sous-région aussi ont repris. Oui, je sais, vous citez justement Abdoulaye Wade dans votre livre, mais vous parlez d'un mot très fort, c'est le génocide. Oui, mais je veux Pour qu'on évoque le mot de génocide, il y a quand même un certain nombre d'indices. C'est ces indices-là que moi, personnellement, je ne vois pas. Monsieur Donché, on laissera ce travail-là aux chercheurs et aux historiens. Ce que je dis, le mérite de ce livre, était de dire, attention, Ivoiriens, si nous prenons le même chemin que le Rwanda, si je suis en train de voir donc qu'il y a les prémices d'une grave crise qui pourrait advenir dans notre pays, c'est maintenant qu'il faut se raviser pour prendre un autre chemin. Avec tort, aujourd'hui, on a quand même eu plusieurs morts. Le deuxième problème, Eric, c'est la fameuse et l'épineuse question de l'ivoirité. Oui. C'est qui le père de l'ivoirité? Parce qu'à un moment donné, je vous vois dévier un peu et vouloir l'attribuer un peu à Laurent Gbagbo. Ce qui, moi aussi, m'a semblé curieux parce que de ma petite connaissance de la politique ivoirienne, je crois bien qu'il est unanimement admis, et vous le reconnaissez dans votre livre, que Henri Konan Bédié est le père de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Alors, donc, je ne comprends pas, à partir de ce moment, comment est-ce que vous voulez faire porter à un moment donné ce concept à Laurent Gbagbo? À partir du moment où le livre le dit, les choses sont faites. Non, ils ne sont pas si simples que ça. Est-ce que le livre le dit, oui ou non? Le dit, mais de la manière la plus subtile. Bon, maintenant, tout au long vous auriez voulu que je dise, peut-être en gras, mais c'est écrit dans le livre. Mais je vais même vous dire, si l'ivoirité a pu être possible et a pris ses proportions, c'est avec le soutien de M. Laurent Gbagbo que ça s'est fait. Je ne suis pas en train je ne suis pas dans le rôle d'un chercheur. Je suis un acteur. J'ai vu l'ivoirité naître dans mon pays. J'ai vu aussi ceux qui ont encouragé, soutenu l'ivoirité. Peut-être qu'ils n'étaient pas en première ligne, mais il n'a pas pris la parole pour dénoncer l'ivoirité. Bien au contraire, il l'a soutenu. Pourquoi ce n'est pas Henri Konan Bédié que vous attaquez? Parce que si on veut être cohérent, je veux bien. Si on veut être cohérent, celui à qui vous devez vous en prendre, celui qui institue une loi qui est dangereuse pour la nation ivoirienne, c'est bien M. Henri Konan Bédié. Le coup d'État de 99 qui vient contre Bédié, si c'est vous qui l'avez fait, il y aura une cohérence avec votre livre. Parce que ça continuerait dans ce discours-là. Si vous avez bien lu le livre, nous avons dit que l'ivoirité est née à partir d'un discours du président Bédié. Oui. C'est clair. Vous n'en dites pas plus. Bien sûr. Oui, mais vous n'en dites pas plus. C'est lui qui l'a matérialisé, qui en a fait une loi constitutionnelle. Non, je veux bien que vous puissiez le dire, mais je ne suis pas d'accord. Les faits sont précis. Prenons les faits chronologiquement. Quand la constitution dont vous parlez était votée, M. Bédié n'était plus président. C'était le général Gueye qui était chef de l'État et c'est sous lui que la constitution a été votée en 2000. Je dis que M. Gbagbo non seulement épousait l'ivoirité, l'a soutenue activement, parce qu'en 2000, ceux qui ont inondé les commissions pour écrire la constitution qui discriminait les citoyens, c'est bien le FPI. Donc, je veux dire que Bédié, certainement, à une époque précise, a utilisé le mot ivoirité. L'a même inventé. Utiliser le mot ivoirité. Pour écarter Ouattara, c'est connu de tous. Hein? Donc. En 2000, ce n'est pas Bédié qui écarte Ouattara. En 2000. Le livre est précis. Oui, je vais dire que Bédié l'utilise depuis pour écarter Ouattara. Bédié utilise... Parce qu'il faut aussi être rigoureux dans la chronologie. Monsieur Bédié utilise le mot. Évidemment, on voit les effets, les prémices. En 99, les Ivoiriens qui n'acceptent pas l'ivoirité, il y a un coup d'État. Ce coup d'État, en 99, c'est le général Gueye qui est au pouvoir. La Constitution, la deuxième République ivoirienne, qui consacre donc l'ivoirité, Bédié était en exil. Maintenant, vous pouvez me dire, si vous voulez, les chercheurs finiront par dire qui est le père ou le fils de cette ivoirité. Ce que je constate, moi, en tant que jeune Ivoirien en 2000, je constate que M. Gbagbo n'est pas dans l'opposition, il est au pouvoir avec Gueye. Il co-gère l'État avec Gueye. Il a le ministère de l'économie, il a de grands ministères, il est au gouvernement. Et c'est en ce moment que ce gouvernement fait un référendum et la Constitution de 2000 est adoptée avec l'article 35 qui discrimine. Donc, quand
les événements se produisent en 2000, Gbagbo est entièrement comptable. Voilà ce que je veux dire. Et ça, c'est la réalité de notre pays. L'autre chose, oui, ça veut dire que la prise des armes, quand vous dites, vous lancez cette fameuse rébellion du 19 septembre 2002, réellement, c'est quoi la réelle motivation? Parce que vous nous dites dans le livre que c'est parce que vous avez pressenti un certain nombre de dérives, mais j'ai envie de vous demander, et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, vous dites que le FPI a pris le pouvoir par les armes. Bien sûr. Justement, c'est pourquoi je pense que les Ivoiriens, je dis bien les Ivoiriens, qui sont ici, qui ont vécu les événements, et je ne suis pas en train de raconter des événements, j'étais dans la rue. Quand en 2000, l'élection a été organisée et que M. Gueye, justement, a voulu confisquer le pouvoir en prenant le soin, avant qu'on aille aux élections, d'écarter M. Bédié, d'écarter M. Ouattara, enfin, d'écarter toute candidature, sauf celle de Gbagbo, avec qui il était en complicité. Et ils ont été opposés pendant l'élection. Avec qui il était en parfaite complicité. L'élection, donc, a lieu, d'ailleurs, ironie de l'histoire, on a 2 présidents pendant 72 heures en Côte d'Ivoire. On a Gueye qui se proclame président élu, et on a Laurent Gbagbo qui appelle ses militants à descendre dans la rue et qui se proclame aussi président sur les ondes des radios. Maintenant, pour départager ces 2 présidents, il a fallu avoir une action militaire. C'est le général Doboblé, à la tête de chars venus de la caserne d'Akwedo, qui tire sur les éléments de Gueye et qui descend dans les quartiers pour faire sortir les populations avec des chars. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts. Quand ça se passe ainsi, comment vous appelez ça? Pour vous, c'est un coup de force. Comment vous appelez ça? Enfin, je veux le demander, parce que je crois qu'à l'époque de l'élection de Gbagbo, tout le monde est conscient que c'est une élection calamiteuse, mais tout le monde semblait au moins unanime sur le fait que Gbagbo était mieux que Gueye, qui était le général putschiste qui avait décidé. La démocratie ne s'accommode pas avec ça. Il faut qu'on soit d'accord. La démocratie, c'est le verdict des urnes. Oui. OK? Selon vous, qui avez gagné cette élection de 2000? Cette élection était controversée. Qui l'avait gagné? Je vous réponds. J'étais de ceux qui considéraient que cette élection n'était pas une élection démocratique et que nous avions 2 présidents, il fallait la reprendre. Et en cela, je n'étais pas en contradiction avec M. Kofi Annan qui avait demandé la reprise des élections. Je n'étais pas en contradiction avec M. Thabo Mbeki, président d'Afrique du Sud, qui a demandé la reprise des élections. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, ce sont les faits que nous avons vécus. Les populations sont descendues dans la rue une première fois pour demander la reprise des élections. Il a fallu que le gouvernement socialiste français, avec le ministre de la Coopération, M. Charles Josselin, qui aujourd'hui d'ailleurs témoigne en faveur de Gbagbo à la CPI, dise officiellement que c'est Gbagbo qui a gagné et dans le cadre donc, de ce gouvernement socialiste, entreprennent les autres chefs d'État pour qu'on se rallie à ça. Et je veux le témoignage de du président Feu et Yadema, qui lui aussi, au nom de l'Union africaine, parce qu'à l'époque il était président de l'Union africaine, s'était rendu à l'Élysée pour dire que ces élections ne respectaient pas les normes standards de la transparence pour demander la reprise. Mais il y a eu un consensus, Gbagbo a pris le pouvoir. Moi, ce non, que je il n'y a pas eu de consensus. Il y a eu, parce que même au niveau de la communauté internationale, tout le monde s'est dit c'est le moins mauvais. Entre Gueye et Gbagbo, peut-être vaut mieux Gbagbo le civil. Non, c'est plus un compromis qu'un consensus. Oui, bon, un compromis, voilà, si ce n'est pas un consensus. C'est un compromis. Parce que tout le monde n'était pas d'accord. Je voulais qu'on avance, un compromis. Guillaume Soro. Mais Gbagbo est au pouvoir. Quand vous prenez les armes en 2002, et vous dites que justement Gbagbo avait mené une politique qui vous inquiétait, je veux dire, paradoxalement à ça, Laurent Gbagbo, l'un des gestes qu'il pose quand il arrive au pouvoir, c'est de rassembler. Parce que c'est lui qui fait revenir justement de l'exil Henri Konan Bédié, qui fait venir Alassane Dramane Ouattara et qui fait venir même le général Gueye pour discuter ce fameux forum que vous connaissez très bien. Je veux dire, ces actes qui sont posés, expliquez-moi comment en moins de 2 ans, vous estimez que Laurent Gbagbo est devenu dangereux, il faut le déloger à tout prix. On y arrive. Quand vous aurez admis qu'effectivement ce sont des chars qui ont fait basculer le pouvoir dans le camp de Gbagbo, c'est bien ça. En 2000, les chars font basculer le pouvoir dans le camp de Gbagbo. Gbagbo lui-même, je pense que c'est à son avantage. Je ne suis pas là pour dire que tout ce que Gbagbo a fait est mauvais.
En même temps, c'est à son avantage de lancer l'idée du forum de dialogue national qui permet donc à tous les acteurs de se mettre d'accord. Mais ça, c'est un bon coup politique et politicien. C'est un coup quand même. C'est un bon coup. Je dis même bon. Vous dites un coup, je dis c'est un bon coup politique et politicien. Sauf que, quand on finit le forum, les résultats du forum, les résolutions du forum, sont-ils appliqués? Non. Pourquoi? Parce qu'après l'élection présidentielle, alors qu'on a fait venir M. Ouattara pour essayer d'engager des discussions, les élections législatives, M. Ouattara a encore exclu. On est d'accord? Ça occasionne le boycott par le RDR des élections législatives, ça occasionne des morts. Après donc, cette situation, qu'est-ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire? Nous avons vécu maintenant une période, on a bien compris, nous n'étions pas non plus stupides, on a bien compris que M. Gbagbo avait simplement besoin d'un temps de grâce pour enraciner son pouvoir et pour mieux relancer l'ivoirité. Parce que si en réalité, il était et il souhaitait effectivement faire la paix, fermer la parenthèse de l'ivoirité, le RDR n'aurait pas été exclu des élections législatives. Donc, non seulement M. Ouattara est comment on appelle, exclu, on lui interdit donc la nationalité ivoirienne, à laquelle il a droit de toute façon, et on repart dans la crise. Voilà la réalité des faits en Côte d'Ivoire. Donc, en 2001, il y a eu une purge dans l'armée des soldats dits pro-Ouattara, pro-Gueye, qui sont massacrés, exécutés. Et c'est ça qui commence à fermenter la révolte que nous connaissons. Moi, j'ai quand même du mal à vous croire, et c'est mon droit, parce que je remarque que sur le régime de Laurent Gbagbo, on a Fologo, qui lui est le président du Conseil économique et social. Oui. On a Mamadou Koulibaly, qui est le président de l'Assemblée nationale. Oui. J'ai du mal à croire que ces deuxième et troisième personnalités de la République, qui sont tous originaires, parlons comme on parle en Côte d'Ivoire, du Nord, sont des pontes du régime de Gbagbo, et que ceux-là se rendent complices d'une politique qui viserait à exclure l'ethnie dont ils sont origines de la gestion du pays. L'histoire vous donne tort, parce qu'en réalité, le Mamadou Koulibaly dont vous parlez, le Folo dont vous parlez, l'histoire de l'humanité montre que... ils sont moins du Nord que d'autres? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. L'histoire de l'humanité montre qu'à toute dictature, c'est son personnel politique. Donc ça n'a rien à voir. Ce que je veux que nous puissions juger, ce sont les actes de gouvernance. Que M. Fologo, qui était au PDCI, rejoint M. Gbagbo dans sa politique. Et que Mamadou Koulibaly, que vous citez, n'a jamais été autre chose qu'un membre avéré du FPI, qui effectivement a bénéficié du coup de force de 2000 pour venir au pouvoir. Donc ça n'a rien à voir du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait une réelle oppression. D'ailleurs, ces soldats militaires, la purge qu'il y a eu dans l'armée, ont été obligés de quitter le pays pour se réfugier. Les citoyens étaient massacrés, c'est ça la réalité. Vous insistez sur la purge. Moi, j'ai envie de vous poser la question, M. Guillaume Soro. Moi, j'ai l'impression que vous dites, et si on accepte même que vous avez totalement raison, c'est que vous avez combattu une injustice pour en installer une autre. Et sauf que ce qui a changé, c'est que maintenant, vous êtes du bon côté. Vous êtes dans le bon rôle, celui du bourreau. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'on rencontre aussi des gens qui se plaignent d'une purge. Vous savez bien qu'avec l'arrivée de Ouattara au pouvoir, plusieurs personnes ont été licenciées, notamment parce qu'on les soupçonnait d'appartenir au régime. Non. Et plus grave, je vais terminer par là, c'est que M. Alassane Ouattara lui-même assume... Posez votre question. Oui, M. Ouattara lui-même assume le fait qu'il est au pouvoir et qu'il fait ce qu'il appelle un rattrapage ethnique. Ce qui me semble quand même être des choses assez dangereuses. S'il vous plaît, j'ai bien compris votre question et je vais vous répondre. Mais voyez-vous, c'est à mon avis très dangereux de prendre des bribes de phrases. Ce n'est pas des bribes. Je vous le dis. Moi, le concept de rattrapage ethnique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Permettez-moi de répondre à votre question. Vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. Monsieur Ouattara, avec qui nous avons longuement échangé, la philosophie de M. Ouattara,
sa conviction propre n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un rattrapage ethnique. Il faut restituer la réponse de M. Ouattara. Quand le journaliste lui pose comme ça, oui, il semble qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'heure des nominations des gens du Nord. Il lui répond qu'il y avait un tel déséquilibre depuis des décennies et des décennies en Côte d'Ivoire que quand je suis arrivé, aussi bien au niveau de l'administration que de son découpage, il a fallu faire quelques rattrapages pour équilibrer. Donc, ce n'est pas M. Ouattara, je vais vous le dire, et j'en ai parlé avec lui, il est clair que ce n'est pas quelqu'un qui va tomber dans l'ivoirité, lui-même ayant été l'icône, la victime de cette exclusion que nous avons vécue dans notre pays. En plus, vous avez parlé de position de bourreau, M. Donché. Je vous ramène aux faits. Quand la rébellion du 19 septembre 2002 éclate et que nous étions, je dis bien, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous étions au bord du gouffre. Ce que nous faisons après le 19 septembre 2002, c'est de réclamer le dialogue politique. C'est de réclamer des négociations. Négociations auxquelles nous participons. Que vous refusiez peut-être d'admettre qu'il y a eu des problèmes, toujours est-il que la communauté internationale, l'ONU y compris, quand nous nous asseyons, reconnaissent ce que je viens de dire. Ils reconnaissent qu'effectivement en Côte d'Ivoire, il y avait l'ivoirité, qu'elle était pratiquée par le régime Gbagbo. C'est ce qui conduit donc à l'accord politique de Lina Marcoussi. Mieux, certains Africains ont contesté le fait que nous soyons allés en France pour négocier. Nous sommes venus en Afrique de l'Ouest plus particulièrement. Les mêmes problèmes que j'ai évoqués sur cette table, que vous refusez d'admettre, ont été reconnus, acceptés par les chefs d'État. Et vous savez que les chefs d'État ont la tendance d'être solidaires entre eux. Mais quand je me retrouve, moi, jeune secrétaire général du MPCI, à Accra, tous les chefs d'État admettent, comprennent que les problèmes et les revendications que je pose sur la table sont non seulement justifiées, mais mieux, il faut qu'on y trouve des réponses. C'est comme ça que nous avons l'accord d'Accra 1. Ensuite, on quitte l'Afrique de l'Ouest, on part en Afrique du Sud, dans l'Afrique australe. Là aussi, les mêmes problèmes que je pose, d'ivoirité, de discrimination, de ségrégation, sont acceptés et admis par le chef d'État de l'Afrique du Sud et qui fait rapport à l'Union africaine. Donc tout le monde a reconnu, M. Domtché, et il faut bien que vous acceptiez qu'en Côte d'Ivoire, nous étions au bord du gouffre, qu'il y avait une discrimination et que c'est ce qui justifiait les accords qui ont légitimé les revendications que nous avons posées. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est que même si on le concède, même si on le concède... Merci de le concéder. Non, même si on le concède, pour pouvoir avancer, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est parti d'une discrimination à une autre, véritablement. Au fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été virés, notamment de la RTI, parce qu'on les a pas, on les soupçonne d'appartenir au régime. Non, je vais vous dire, l'épuration aussi de l'armée, M. Guillaume Soro. L'épuration dans l'armée, on la voit aussi. L'autre chose aussi qui est grave. Trop grave. Qu'est-ce qui s'est passé à la RTI? Non, non, moi, j'ai quand même été Premier ministre. Jamais je n'aurais permis que quelqu'un soit libéré. D'ailleurs, quand je suis élu président de l'Assemblée nationale, tous les collaborateurs de M. Mamadou Koulibaly, qui étaient des militants du FPI convaincus, sont encore à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas été virés. Mieux, qu'est-ce qui s'est passé à la RTI? Mais la télévision ivoirienne, au temps de Gbagbo, pendant la crise, a appelé au meurtre sur les antennes. Et celui qui appelait au meurtre, c'était M. Brou Amessan. Quand nous avons pris le pouvoir, il n'a même pas eu le courage d'affronter la justice, il a fui. Ceux qui y étaient des journalistes militants, est-ce que vous saviez comment on recrutait les journalistes à l'époque à la RTI? Ça a changé aujourd'hui, monsieur. Bien sûr, je vais vous dire, l'actuel directeur général de la RTI a été recruté sur appel à candidature. Je dis bien appel à candidature. Quand j'étais à la primature, nous avons lancé 4 appels à candidature. Un appel à candidature pour le CPC, un appel à candidature pour la RTI,
un appel à candidature pour 2 autres structures parce que nous voulions rompre avec cette façon de recruter les uns et les autres. Donc ce monsieur qui est là a été recruté par appel à candidature et seule sa compétence a prévalu. Ça ne change pas que la RT aujourd'hui, c'est quand même un média de propagande. Hein. Moi, Ça reste un média j'ai d'État. passé un peu de temps en Côte d'Ivoire, j'ai eu le temps de la regarder. Mais quand on voit ce qui s'y passe, et à l'époque de la crise, quand Ouattara a créé la TCI, Télévision de Côte d'Ivoire, et vous voyez aussi ce qui s'est passé, c'était une rivalité médiatique, RTI qui avait pris quelque chose pour Gbagbo et la TCI. Nous étions en crise. La RTI Chacun a utilisé ses moyens. Nous étions en crise. La RTI était totalement contrôlée par M. Gbagbo. Nous n'avions aucune possibilité de nous adresser aux mêmes citoyens quand on regardait la RTI où on véhiculait des tonnes et des tonnes de mensonges. Nous avons décidé d'avoir aussi notre voix et nous avons créé la TCI. La première action, quand M. Gbagbo est parti, a été de revenir à la situation normale. Donc la RTI existe. Maintenant, vous dites que des personnes qui sont passibles de poursuites judiciaires, journalistes ou non, qui ont appelé au meurtre, qui ont incité à la haine raciale, vous dites... Ceux de la TCI ont fait pareil. Hein? Parce que moi, quand j'ai regardé la TCI, je dis maintenant on peut comparer les niveaux d'appel. Moi, quand je regardais la TCI, parce qu'à un moment donné, la RTI avait été coupée et on l'a remplacée par la TCI dans mon bouquet. Quand je regardais la TCI, je remarquais les mêmes dérives, sauf que enfin, ça avait juste changé de visage. Mais c'était les mêmes dérives. Sauf que ça avait changé de nom. Sauf qu'il y avait changé de nom. Mais je voyais des choses à la limite qui étaient à la limite. Je vous ai posé une question, je ne suis pas journaliste. Non, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mieux, à la TCI, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions besoin de porter notre voix auprès des populations. C'est ce que nous avons fait, dans le respect mutuel. Le discours de M. Ouattara, pendant cette période, d'ailleurs, certains militants lui reprochaient d'avoir un discours trop souple pour la circonstance. Donc, était de toujours appeler à la fraternité, au dialogue, etc. Et ça, on l'a suivi. Donc, ce que je veux dire pour conclure sur ce point, c'est que M. Ouattara, dès que nous avons pris le pouvoir, il n'y a pas eu d'épuration dans l'administration. On a plutôt, et je viens de vous le prouver, vous pouvez aller vérifier, nous avons fait des appels à candidature et la RTI a été au nombre des structures qui ont répondu à l'appel à candidature. Autant vous voulez que je sois d'accord avec ce que vous développez, je voudrais que vous soyez d'accord avec moi que M. Ouattara, pour être gentil, a procédé à ce qu'il appelle lui-même un rattrapage ethnique. Alors, je reviens sur ça, ça n'a aucun sens de le dire comme ça. Je vous dis, M. Ouattara a utilisé ce terme au cours d'une interview où il a simplement voulu expliquer aux journalistes que 20 ans, 30 ans de ségrégation en Côte d'Ivoire, comme en Afrique du Sud, avait besoin pour le nouveau régime, n'est-ce pas, de procéder à un certain équilibre. Voilà la réalité. Comme en Afrique du Sud. Sur des critères quoi? Des critères de la méritocratie? Absolument, ou les critères absolument. M. Ouattara, oui. vous pouvez tout reprocher à M. Ouattara, sauf que c'est un brillant technocrate qui a fait ses preuves, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au plan international. Il a été au FMI, il a été à la BCAO, c'est un brillant cadre. Voilà. Si vous ne la le lui réalité fait aussi qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que M. Ouattara est un brillant technocrate qui a fait ses preuves ailleurs et qui continue de faire ses preuves. La simple preuve et simple exemple que je vous donne, la Côte d'Ivoire, après une décroissance économique de moins 4,7% et aujourd'hui a un taux de croissance du PIB de 9%. Mais les populations se plaignent de la cherté de évidemment, la vie. Ah oui, hein? Nous, on n'est pas évidemment, restés dans les bureaux et dans les hôtels. On a fait quartier à Bobo, à Djamé, au Pougon, mais les gens sont étouffés par le coût de la vie. Le taux de croissance peut être bon, mais est-ce que ça résout le problème des Ivoiriens? C'est tellement normal ce que vous dites, et je suis d'accord avec vous, parce que les mêmes complaintes, je les entends. Mais quand votre pays a fait 10 ans de décroissance, quand votre pays a fait 10 ans de crise,
Ce n'est pas en 2 ans qu'avec un taux de croissance de 9,1. Eric, avançons dans l'analyse de la crise. Ce qui me fait sourire dans Oui. votre argumentaire, Oui. c'est que c'est le même argumentaire que le régime de Gbagbo a donné. Laurent Bien sûr. Gbagbo a Sauf qu'il n'a jamais justifié eu le fait qu'il n'a 9,8% jamais de taux de rien croissance. fait de concret par la crise. Il Non. a estimé que, mais comment vouliez-vous que je crée des emplois? Comment auriez-vous que je travaille? Et aujourd'hui, on entend pratiquement le même discours. C'est un Monsieur peu Domke, paradoxal. je vous dis, c'est même pas du tout paradoxal. mais c'est paradoxal. C'est de bonne guerre plutôt. Mais ce que je vais vous dire, c'est que pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo n'a pas fait 9% de taux de croissance. Mais vous savez Voilà qu'il n'a la pas différence dirigé du seul, discours. M. Guillaume Soro. On l'a obligé à faire un gouvernement de coalition Et en plus, nationale où vous étiez. Donc Vous avez c'est travaillé pas avec Laurent Laurent Gbagbo Gbagbo. tout seul. Pourquoi Je il vous va remercie. assumer ça Je seul vous aujourd'hui? remercie de ce rappel historique. Mais en même temps, M. Gbagbo a quand même dirigé avant que la crise ne vienne. Ah ouais, Cela à peine étant, 2 ans. cela étant, Moi, je dis, si on donnait des mandats d'1 an et demi au chef d'État, je me demande quel bilan on pourra en tirer. justement, voilà le mérite de M. Ouattara. Parce qu'en 1 an et demi, il a fait un taux de croissance de 9,8%. C'est ça son mérite. C'est de Son bonne grand guerre mérite. aussi. Voilà. Donc on avance peut-être dans l'analyse de la crise ivoirienne pour Oui, pouvoir oui, passer peut-être au avancer. chapitre de la Je voudrais quand même, je m'en réconciliation. voudrais, Eric, de sortir du livre de Guillaume Soro sans dire un peu que ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de lire une œuvre de fiction un peu romanesque. C'est la manière de décrire l'objectif du livre. des faits. Donc Ah oui, c'est c'était tout le l'objectif, c'est talent. bien réussi. Voilà, donc Parce vous qu'à un avez bien moment compris donné, le livre. Vous avez bien compris. il y a un passage qui me frappe quand Oui. vous racontez l'affaire du charnier de Yopougon. Oui. Et vous dites, on relèvera 57 morts dans ce charnier. Amnesty International a enquêté sur le sujet. Son rapport est très précis. Un jeune homme du nom de Yacouba Cissé, 14 ans, a succombé plus tard à ses blessures et a pu raconter ce qui s'est passé à ses parents. Amnesty International a recueilli ces témoignages absolument déchirants. Le jeune Cissé a notamment déclaré à ses parents qu'il rentrait de l'école le 26 octobre avec un camarade. Des gendarmes leur demandent leur identité. L'un des garçons dont le nom est à consonance sudiste est relâché. Yacouba Cissé, lui, de nom à consonance nordiste, est embarqué direction camp de gendarmerie d'Abidjan. Il se retrouve parmi des dizaines de personnes. Elles sont toutes de la même... Dès que la personne se relève, bon, j'essaye d'avancer un peu rapidement. on Et finirait les l'émission. dizaines de personnes... Non, ce qui me frappe, c'est justement ces détails. Assassinées comme elles sont transportées par les gendarmes vers ce qui deviendra le charnier de Yopougon. Le jeune Cissé est encore vivant. Il pleure, il raconte l'histoire à ses parents. On extrait une dizaine de balles de son corps, mais il meurt par la suite. Bon, Tout ça pour dire quoi, Jules? un enfant de 14 ans Oui. qui reçoit 10 balles et qui réussit le temps de raconter tout ce qu'il a vécu avec 10 balles dans son corps, j'ai trouvé ça quand même à la limite du Donc la réalisme. question, M. Maintenant, Soro, c'est de savoir un si peu, ce fait est authentique, c'est ça? Alors, moi j'ai trouvé... Monsieur Donche, nous relatons là des faits écrits par Amnesty International. Faites un effort de recherche et puis... Oui, mais je vais vérifier. Ce qui me frappe, monsieur mais Kiro, j'ai pensé on que est vous avez des vérifié humains. avant de Oui, venir. non, mais je dis, on est des humains. Oui. Je veux dire, peut-être que c'est moi qui suis spirituellement faible, mais j'ai du mal à comprendre qu'un enfant de Peut-être 14 que ans... nous deux, nous sommes Oui, spirituellement peut-être. faibles, Un hein. enfant de 14 ans reçoit raison. 10 balles dans son corps et réussit à faire un témoignage aussi bien raconté, millimétré, avec détail à l'appui, avant de mourir. J'ai trouvé ça quand même un peu surprenant. Bon. Oui. On ira vérifier donc, Monsieur, les enquêtes d'Amnesty International. Je vais Allez, lui dire, je vais quand même répondre à ça parce que ce serait du discrédit porté au rapport d'Amnesty International. Ouais, moi, je n'ai pas peur de lui porter du discrédit à ce Non, rapport. Hein. bien Donc, sûr. voilà. Mais moi, j'ai pris ce rapport d'Amnesty International que nous tous nous avons lu et on peut dire que Amnesty International n'avait aucun intérêt à tomber, n'est-ce pas, dans la partialité. D'ailleurs, ceux aujourd'hui qui critiquent le régime de Ouattara aujourd'hui n'ont pour référence presque que les rapports d'Amnesty International. International. Donc, nous avons pris ici un rapport d'une organisation internationale crédible pour étayer les faits que nous racontons. Je vous laisse le soin du crédible. Hein. Voilà, donc c'est là qu'on met un terme à cette première partie donc, de l'interview de notre invité spécial, M. Guillaume Soro, et on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview.